Êtes-vous prêt à voyager des frontières de vos peurs aux limites de vos rêves, à rencontrer des mythes et des légendes, des diables et des anges, à vous laisser conduire sur les chemins de l'étrange? Arcanum Fabulas. Saison 7. Ce village nous semblait la proie idéale. Quelques paysans égarés au milieu d'une forêt. Après avoir passé le printemps et l'été à piller, après avoir défait les armées du roi à l'automne, nous aspirions à nous reposer au cours de l'hiver. Mais ce village n'était pas un village ordinaire, et son secret va nous mener en enfer. Cernunnos, la naissance du diable. Épisode 12. La neige s'était remise à tomber et le ciel était devenu gris foncé. Bien que nous fûmes encore loin de la fin d'après-midi, il faisait sombre. Nous traversâmes le village en silence. J'étais devant, Louise juste derrière moi, gardait la tête basse et mes 3 compagnons fermaient la marche. Nous ne croisâmes que 2 de nos patrouilles, mais je pus deviner des ombres derrière les fenêtres de quelques bâtisses. Pas de doute que certains devaient se poser la question sur cette étrange possession. Lorsque nous arrivâmes chez Louise, je la laissai passer devant et entrer en première dans la maison. Son mari, inquiet, faisait les 100 pas au fond de la pièce principale. Lorsqu'il vit sa femme franchir la porte, il se précipita, mais s'arrêta net lorsqu'il me vit entrer à mon tour. Instinctivement, il se rapprocha de ses enfants. « Je dois parler à ta femme. Emmène tes enfants jouer dehors. » Dès que Rodrigue eut quitté la pièce, j'invitai Louise à s'asseoir et prenais place en face d'elle. Sans dire le moindre mot, je sortais la miche de pain de mon manteau, attrapais le couteau qui pendait à ma ceinture et me coupais une belle tranche de pain. « Comment as-tu su ce qu'il convenait de faire tout à l'heure dans le brouillard pour ne pas être attaqué ?» Sans attendre sa réponse, je mordais dans le pain à pleines dents. Il était bien trop cuit et un peu sec, mais je m'amusais de voir avec quelle envie la jeune femme me regardait faire. « Excuse-moi, je ne suis pas poli, tu en veux ?» Je poussai le pain vers elle. Elle voulut l'attraper, mais je le récupérai avant qu'elle ne le touche. « Réponds à ma question, et je te lâcherai toute la miche pour toi, tes enfants et ton mari. » Le regard suppliant qu'elle me lança n'eut aucun effet sur ma détermination. Je répétai ma question une 3e fois. « Je ne sais pas, » finit-elle par dire tout doucement, comme si elle craignait de déranger quelqu'un. « J'ai eu peur et j'ai préféré marcher le long de la limite. » Avant de répondre, je pris le temps de mâcher et d'avaler la seconde bouchée de pain que je venais d'ingérer. « C'est impossible. Le brouillard était tellement épais que tu ne pouvais pas être certaine de suivre la limite. Pourtant, tu sembles y être parvenu sans le moindre mal. Quel est ton truc ?» Elle ne répondit pas et se contenta de me regarder avec insistance. J'en vins même à me demander ce qu'elle pensait. Pouvait-elle croire un seul instant que je bluffais ? Je ne devais pas laisser un tel affront sans réaction. « Très bien, » ai-je dit, et j'ai appelé l'un de mes compagnons à l'extérieur. Lorsque ce dernier ouvrit la porte, je lui ai demandé de faire venir le plus petit des 2 bambins. Le jeune garçon entra dans la maison en tremblant et en sanglotant. Il s'arrêta juste après avoir passé le pas de la porte qui claqua derrière lui. « Approche !» lui dis-je avec un petit sourire peu engageant. Il ne bougea pas. De son côté, sa mère était en train de se décomposer. Le regard qu'elle me portait désormais était suppliant. Je me penchai alors vers elle. « Comment s'appelle-t-il ?»« Pitié !» Dans un geste de colère assumé, je me levai brutalement et tapai violemment sur la table du plat de la main. « Je t'ai demandé comment il s'appelait !» Ses pleurs redoublèrent et ceux de son mioche également. Elle fit non de la tête sans être capable de prononcer le moindre mot. « Réponds !» insistai-je. « Robin, il s'appelle Robin. »« Bien.
Je me tournai vers le petit et lui intimai une nouvelle fois l'ordre d'approcher en l'interpellant par son nom. Il s'exécuta cette fois-ci. J'imagine que ma colère l'avait impressionné. Il vint donc jusqu'à moi. « N'aie pas peur, insistai-je. Viens sur mes genoux. » L'enfant s'installa sans dire mot. Je reprenais en main le couteau que j'avais rangé précédemment et je l'approchai du cou du garçon. Louise eut un geste et un cri, mais je lui fis vite comprendre qu'elle ne devait pas bouger, surtout pas bouger pour éviter le moindre accident. Elle se recala sur sa chaise, mais ne put plus contrôler ses pleurs. En voyant sa mère dans cet état, Robin se mit à crier. « Calme-toi, lui ordonnai-je. »« Calme-toi, mon chéri, » insista sa mère qui craignait que son attitude ne me pousse à bout. Il se tut, mais sa respiration restait forte et saccadée. Je me penchai un peu plus sur lui et j'attrapai la miche de pain. À l'aide de mon couteau, j'en coupai une grosse tranche et lui donnai. « Tiens, tu dois avoir faim, » lui dis-je. Puis je l'attrapai par les aisselles et l'installai à côté de moi avant de reprendre ma lame, de la ranger et de me lever. Le visage de Louise avait une expression inqualifiable. Quelque chose entre le soulagement, l'incompréhension et le doute. La fin de la journée est proche. Hors de question de se risquer hors du village de nuit. Mais demain, je viendrai te chercher. Nous retournerons là-bas et tu m'expliqueras comment tu as fait. Avant de conclure mon propos, je me penchai vers elle, tout près de son visage. Si tu tentes quoi que ce soit, si tu cherches à me doubler ou à fuir, je ne te chercherai pas. Je me contenterai de retrouver le petit Robin, et de nouveau je sortirai mon couteau. Mais ce ne sera pas le pain que je couperai alors. On est d'accord ? Elle opina du chef, et cela me contenta. À peine avais-je tourné les talons pour sortir, qu'elle s'était levée et précipitée vers son fils pour le prendre dans ses bras. Ce dernier, revenu au calme, semblait plus intéressé par son morceau de pain que par la tendresse de sa mère. Ah, jeunesse ingrate! Lorsque je regagnais la ferme fortifiée, la nuit était arrivée. La neige continuait à tomber et le vent qui soufflait plus fort que précédemment promenait les flocons dans un sens, puis dans l'autre, les empêchant d'atteindre le sol rapidement. Dès que j'entrai dans la pièce principale, je remarquai qu'il y régnait une certaine tension. Gaynor était assis au bout de la table et la plupart de nos compagnons étaient là, en silence. Dès qu'il me vit, le Gallois se leva et va vers moi. La nouvelle qu'il m'annonça n'était pas bonne. Claudius et Harold ne sont pas rentrés. Ils sont partis juste après toi avec 4 hommes et ils ne sont pas rentrés. Et il n'est pas encore tard. Peut-être que rien du tout. me coupa Thomas. Au vu des derniers événements, il était convenu qu'ils seraient rentrés avant la nuit, quel que soit l'état de leur recherche. Autant je savais qu'Harold pouvait s'affranchir de ce genre de considération et persévérer à fouiller la nuit malgré les ordres de Gaënor, autant j'étais certain que Claudius ne l'aurait pas laissé faire. S'il avait dit qu'il serait là avant le coucher du soleil, seul un grave imprévu aurait pu l'empêcher de tenir parole. Je proposai donc immédiatement à Thomas de partir à leur recherche. J'ai déjà perdu 2 lieutenants. Pas question que je perde le 3e. N'enterre pas Claudius et Harold aussi vite. Tu as raison, bon sang. Tu as raison. Viens avec moi. Il me prit par le bras et me tira vers la sortie de la pièce. Tous nos compagnons nous emboîtèrent le pas. Thomas s'arrêta et se tourna vers eux. Non, vous restez tous là. Si nous ne sommes pas revenus au lever du jour, choisissez parmi vous un nouveau chef. Plusieurs voulurent protester, mais Gaënor les fit taire. Je vous rassure, je n'ai pas l'intention de mourir, mais c'est juste une précaution. Nous gagnâmes l'écurie et nous prîmes 2 chevaux pour nous élancer à la recherche de nos compagnons. Nous savions précisément là où Harold et Claudius avaient envisagé de commencer leur recherche et nous nous y rendîmes directement. Le terrain accidenté ne nous permit pas cependant de faire galoper nos chevaux et le trajet nous sembla long, trop long.
Lorsque nous arrivâmes près de la falaise, là où commençait le chemin qui menait à la grotte, nous nous sentîmes un peu dépourvus. Il faisait nuit et la neige avait recouvert les traces qu'avaient pu faire nos camarades plus tôt dans la journée. À ton avis, Me demanda Gaënor en tirant sur les rênes de son cheval pour le calmer. Je ne sais pas. Il semble y avoir un passage plus large entre les arbres par ici. Je pointai une direction du doigt. On peut commencer par là. pourquoi pas? Il donna un coup sur les flancs de son cheval pour le remettre en route. Mais lorsqu'il tira sur les rênes pour lui indiquer la direction, l'animal se mit à hennir et recula malgré toute l'énergie mise par le Gallois pour le faire avancer. Thomas eut beau s'emporter. Le cheval ne voulut rien savoir et finit même par se cabrer. Heureusement, Gaënor était un très bon cavalier et ne se laissa pas désarçonner. Qu'est-ce qu'il a, ce crétin de bourrin? Si tu ne sais même plus te faire obéir d'un cheval, plaisantai-je en mettant le mien en route. Mal m'en pris, quand à son tour mon animal refusa d'obéir. Il montra la même détermination que son congénère. Quelque chose doit leur faire peur, dis alors, Sans doute le signe que nous sommes sur la bonne piste. conclut Gaënor en mettant pied à terre. Il alla attacher sa monture à un arbre, tira son épée et avança avec prudence. Je fis de même, et nous nous retrouvâmes bientôt au milieu du bois, un peu penaud, et cherchant à repérer et à interpréter le moindre bruit. Le cri d'une chouette ici, la fuite d'un animal effrayé par notre approche là, ou le craquement d'une branche sous la neige, je ne savais pas ce qui avait pu effrayer les chevaux, et la tranquillité de la nature qui nous entourait ne me rassurait pas. À tout moment, de tout endroit, pouvait jaillir un danger inconnu. L'obscurité était bel et bien notre premier ennemi. Je surveillais avec insistance nos arrières, allant parfois jusqu'à marcher à reculons. C'est lors de ces moments-là que je bousculai Gaënor qui s'était arrêté au milieu du chemin. Bon sang, Il restait là, immobile comme statufié, et il me fallut quelques instants pour comprendre les raisons de cette soudaine pétrification. À une trentaine de pas de nous, sur les bouches du chemin que nous tentions de suivre depuis tout à l'heure, se dressait le mot me manque, une créature, une bête, un monstre. Quel nom donner à cette abomination? À bien y réfléchir, cela devait être un humain, ou du moins cela avait dû être un humain. Imaginez un corps filiforme, grand, mince, une peau grise marquée de cicatrices sur le torse, des bras interminables, au bout desquels se trouvent des longues mains avec des griffes acérées. Sa tête squelettique était habitée par 2 yeux jaunes brillants, pas de nez, 2 trous qui s'ouvraient et se refermaient au rythme d'une respiration saccadée, et une gueule, plus qu'une bouche, habitée par 2 rangées impressionnantes de dents pointues. Une longue chevelure noire grasse et 4 cornes, 2 au-dessus de la tête, 2 sur le côté. Ce tableau déjà effrayant était complété par quelques excroissances sur ses bras et sur ses jambes qui donnent l'impression que des racines avaient poussé là sans parvenir à rattacher le monstre à la terre. Malgré l'obscurité ambiante, nous distinguions parfaitement la bête, car dans sa main droite, elle tenait une torche qui l'éclairait de tête en pied et lui donnait un air encore plus sinistre et terrifiant. Peut-être devrions-nous faire demi-tour, proposai-je à voix basse. non. Répondit simplement le Gallois avant de commencer à avancer vers notre étrange visiteur. J'étais loin d'être convaincu qu'il s'agissait d'une bonne idée, mais il n'était pas question que je montre la moindre hésitation, et j'empruntai donc le pas à mon chef. Les ombres de la torche qui se promenaient sur son visage en fonction de la danse de la flamme la rendaient tantôt affreuse, tantôt effrayante. Lorsque nous ne fûmes plus qu'à une quinzaine de pas, la bête leva la tête et jeta un cri aigu et prolongé en direction du ciel. Nous nous immobilisâmes, inquiets de devoir considérer cela comme un avertissement. Au même instant, plusieurs lumières apparurent dans le bois qui nous entourait, comme autant de signes d'un malheur approchant. Nous nous retrouvâmes cernés, et les lumières s'approchèrent encore, finissant par révéler leur nature. Des flammes sur des torches, toutes tenues par des créatures semblables à celles qui nous faisaient face. Certaines étaient plus grandes, d'autres plus petites, mais toutes avaient ce regard fou, cette gueule affamée et ce corps grisâtre et couvert de cicatrices. Je ne suis pas certain que nous puissions éviter le combat. Faisait remarquer Gaënor. Effectivement, je ne pense pas qu'elles comprennent si nous posons nos épées à terre.
Attendons le dernier moment. Laissons-les venir. Très bien. Tu protèges mes arrières et moi je tente de nous frayer un passage pour que nous puissions rejoindre les chevaux. Les créatures continuaient leur approche lentement, comme si elles avaient voulu faire monter la pression. Sans doute étaient-elles convaincues que nous n'avions aucune chance de leur échapper, et ce, quel que soit le sort qu'elles puissent nous réserver. Finalement, fis-je remarquer alors que l'étau continuait à se resserrer, je ne suis pas certain qu'il soit raisonnable de trop attendre. Ah oui? Et à quoi tu penses? Pour l'instant, une seule de ces saloperies nous bouche le chemin. Si nous courons vite et que nous hurlons fort, on pourra peut-être les surprendre tous et se débarrasser du gêneur d'un simple coup d'épée. Effectivement. Répondit le Gallois sur un ton sarcastique, destiné à cacher son inquiétude et à renforcer son courage. Mais si jamais ce sont des amis, nous risquons de leur faire changer d'avis. Arrête de me faire rire, tu veux? Très bien. Quand tu veux, alors. Maintenant! Je pris une grande respiration et je me mis en même temps à hurler et à courir, l'épée levée, le regard fixé sur mon adversaire. Gaynor m'imita, mais resta plus vigilant, prêt à me défendre si jamais l'on essayait d'arrêter mon assaut. Il fallut un peu de temps à nos agresseurs pour comprendre ce qui se passait. Cela fut suffisant pour que je ne sois plus qu'à 3 pas de celui qui nous barrait la route. Immédiatement, ils lâchèrent leurs torches, tombèrent à 4 pattes et tentèrent de nous intercepter. J'étais alors à la hauteur de ma proie. D'un geste vif, je fendis l'air de mon épée et je pus affirmer, sans mentir, que la tête de la bête séparée de son corps toucha le sol avant la torche. Un cri de Gaynor m'invita à me retourner. Le monstre était déjà sur lui. Il en transperça un sans problème, si ce n'est qu'il perdit un peu de temps. Le second en profita pour blesser d'un grand coup de griffe le Gallois au visage. Sous le choc, ce dernier restait hébété, et déjà la bête s'apprêtait à donner un autre coup plus violent. Je ne lui laissais pas le loisir. J'attrapais mon compagnon par le bras, le tirais en arrière et lui permettais ainsi d'éviter une seconde attaque. Mon intervention le ramène à la réalité. Il me regarda avec une gratitude et dit simplement « Fuyons !» Mais ce village n'était pas un village ordinaire, et son secret va nous mener en enfer. Cernunnos, la naissance du diable. À suivre.